Mon objectif dans cette vidéo, ça va être de te transmettre un certain raisonnement, une certaine manière de réfléchir et de voir les choses pour te permettre de gagner du temps et de faire tes premiers pas efficacement dans l'investissement en bourse. Parce que oui, en effet, quand on est débutant, ça peut être quelquefois compliqué d'avoir une bonne démarche et de savoir quelle direction suivre pour faire ses premiers pas efficacement, plus spécifiquement sur les marchés financiers, même s'il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui traitent de ce sujet-là. Là, je vais vraiment essayer de me focaliser dans cette vidéo sur les questions les plus couramment posées par les débutants qui souhaitent investir notamment sur les marchés financiers et plus spécifiquement en bourse pour que tu puisses avoir une vraie directive, un vrai chemin, une vraie démarche que tu pourras suivre et que tu puisses gagner un maximum de temps dans ta démarche d'investissement. Alors vouloir investir c'est bien, mais avant toute chose c'est quand même important de comprendre ce qui arrive à notre argent au fur et à mesure du temps pour comprendre véritablement l'impératif d'investir le plus tôt possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne fait rien aujourd'hui, si on ne place pas notre argent, si on le laisse dormir sur notre compte en banque, on va être sujet à un phénomène que vous connaissez tous et que vous avez tous déjà entendu parler, qui est tout simplement le phénomène d'inflation. L'inflation, c'est la caractérisation de l'augmentation des prix. C'est-à-dire quand on parle d'une inflation, par exemple de 2%, c'est on parle tout simplement d'une augmentation de prix de l'ordre de 2%. Ce que ça permet de traduire, c'est une dévaluation de notre pouvoir d'achat, par exemple de 2% si je suis sur un niveau d'inflation de 2%. Et de manière générale, c'est que si je décide d'investir ou si j'utilise des supports d'investissement qui n'ont pas un niveau de rendement supérieur, au moins égal, mais supérieur ou égal au niveau d'inflation, en réalité, je m'appauvris en termes de pouvoir d'achat, ce qui réellement va nous intéresser. Je peux très bien gagner de l'argent et avoir une augmentation en numéraire sur mon compte en banque, mais si je n'ai pas investi sur un support d'investissement qui est supérieur ou égal au niveau d'inflation, en réalité, en termes de pouvoir d'achat, ce qui nous intéresse encore une fois, je me suis appauvri. De manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques centrales, alors il y en a plusieurs autour du monde, par exemple la Fed aux États-Unis ou la Banque centrale européenne en Europe, visent, c'est pas son seul rôle, mais ils essayent quand même de garder un niveau d'inflation, on va dire respectable, entre guillemets, entre 2 et 2,5% en moyenne. Des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, mais en moyenne et en général, les banques centrales essayent de viser un niveau d'inflation entre 2 et 2,5%. Donc dans cet exemple-là, et on verra que récemment, les règles du jeu ont quand même énormément changé, mais en tout cas, de manière générale, si on investissait à l'époque sur des placements qui avaient un niveau de rendement supérieur ou égal à 2,5%, on pouvait conserver notre pouvoir d'achat et on pouvait préserver notre capacité à pouvoir se procurer des produits ou des services particuliers. Alors ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ce phénomène d'inflation ne provient pas de nulle part. Il y a plusieurs critères qui peuvent influencer le taux d'inflation que je t'ai évoqué tout à l'heure, mais le principal critère, ou en tout cas celui qui est le plus connu aujourd'hui, c'est tout simplement l'impression monétaire ou la planche à billets. Je pense que tu l'auras compris, mais quand on parle de planche à billets, c'est vraiment une image. Aujourd'hui, on est très loin d'avoir juste des banques centrales qui vont imprimer beaucoup de billets. L'écrasante majorité de l'argent qui va circuler aujourd'hui n'est pas présent sous forme de billets ou de pièces, même si ça existe encore un petit peu. C'est surtout sous forme digitale, dématérialisée, via notamment l'argent que tu vas pouvoir retrouver sur ton compte en banque quand tu vas payer par carte bancaire ou quand tu vas faire tout simplement des virements. Aujourd'hui, l'argent est plutôt représenté sous cette forme pour l'écrasante majorité. Il faut savoir que les monnaies fiat, donc les monnaies fiduciaires, comme par exemple l'euro, le dollar, le yuan, la livre sterling, etc., etc., plus on va imprimer de l'argent, plus on va mettre en circulation de l'argent, plus on va dévaluer les personnes qui détiennent cette devise en leur possession parce que on va rajouter à chaque fois au fur et à mesure de la nouvelle monnaie en circulation. Pour que ce soit plus simple pour toi à comprendre, je vais te donner un exemple concret. Admettons que dans l'économie mondiale de manière générale, on ait 1000 dollars total en circulation et que moi je possède 100 dollars justement de cette économie. Ça veut dire que je possède 10% de l'ensemble des dollars en circulation. Donc là pour le coup j'ai quand même un bon pouvoir d'achat. Et si les banques centrales du jour au lendemain décident de doubler le montant de dollars tout simplement en circulation, on passe de 1000 dollars à 2000, au départ j'avais 10%, maintenant je me retrouve plus qu'à 5%. En réalité, j'ai toujours mes 100 dollars, mais mes 100 dollars ont une capacité 2 fois plus faible
à pouvoir me procurer, si tu veux, des produits ou des services particuliers. Donc en fait, le phénomène d'inflation, c'est souvent lié à une impression monétaire et surtout à une dévaluation des devises fiduciaires comme par exemple l'euro, le dollar, etc. Pour étayer mes propos et pour que ce soit plus clair pour toi, je te mets à l'écran un graphique qui représente la part du pouvoir d'achat du dollar au fur et à mesure du temps. Alors ce que tu peux constater, c'est que justement à cause de cette impression monétaire, un dollar par exemple de pouvoir d'achat qu'on pouvait avoir sur les années 1950 n'a absolument rien à voir avec le dollar de pouvoir d'achat qu'on est capable aujourd'hui d'avoir à l'heure où je tourne cette vidéo. Et encore une fois, ce graphique fait très attention parce qu'il ne prend pas en compte l'impression monétaire énorme qu'on a pu avoir après la crise sanitaire. Là tu vois que ce graphique il s'arrête sur l'année 2020, mais il faut savoir que sur 2021-2022 on a eu une impression monétaire sans précédent. D'ailleurs c'est des chiffres que je te parlerai et que je t'évoquerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, donc ça s'est énormément accéléré. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ce graphique que je te présente là pour le dollar, c'est valable également sur toutes les autres devises fiduciaires, hein, que ce soit l'euro, donc le dollar, la livre sterling, etc., etc. Même si tu te rends compte que le nombre de dollars que tu as ou le nombre d'euros que tu possèdes ne varie peut-être pas forcément sur ton compte en banque, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que tu as vraiment une dévaluation de ton pouvoir d'achat avec le temps. Pour être plus précis, ce site il est vraiment très intéressant parce qu'il te permet de faire une comparaison d'un certain pouvoir d'achat qu'on pouvait avoir à une certaine période et combien de dollars il nous faudrait à une autre période, par exemple aujourd'hui, pour garder le même niveau de pouvoir d'achat. Et là, par exemple, ce que tu peux constater, c'est que 100 dollars, si tu veux, de pouvoir d'achat en 1913, pour avoir le même niveau vraiment de pouvoir d'achat pour acheter des produits ou des services particuliers, son équivalent en 2022, l'année à laquelle je tourne cette vidéo, il nous faudrait un peu plus de 3000 dollars. Donc, tu vois, derrière, ça peut te sembler un peu dingue, ces chiffres que tu vois à l'écran, mais voilà, en réalité, depuis 1913, et ça s'est fortement accéléré ces dernières années, le dollar a perdu plus de 97% de sa valeur. Et c'est pour l'instant, en tout cas, c'est pas du tout près de s'arrêter. Ce qui est important de comprendre, c'est que même si le niveau d'inflation qui est visé théoriquement par les banques centrales est compris entre 2 et 2,5%, on se rend compte que si on regarde les chiffres d'avril 2022, par exemple en France, on était à 4,8% d'inflation, ce qui est quand même nettement supérieur à ce qui était visé théoriquement par les banques centrales. Et là, je ne parle absolument pas des pays en guerre, des pays qui ont des véritables problématiques d'hyperinflation, comme au Venezuela, en Turquie ou même en Argentine. En septembre 2022, par exemple, le niveau d'inflation moyen dans l'Union européenne était de 10,9%, avec des pays en haut du classement comme l'Estonie qui était à 24,1% de niveau d'inflation, la Lituanie qui était à 22,5% et la France qui se situe en bas du classement avec 6,2%. Tu te rends compte qu'il y a quand même un gros différentiel entre la théorie, entre ce qui était visé théoriquement par les banques centrales et la réalité de la dévaluation et de l'impression monétaire qu'on était capable d'observer et ce qui touchait énormément de personnes, surtout pour ceux qui malheureusement n'investissaient pas. Donc maintenant que le contexte est posé, je pense que tu l'auras compris, mais comment faire en sorte de ne pas perdre de l'argent avec le temps ? C'est tout simplement d'investir ton argent dans des classes d'actifs ou dans des moyens pour toi pour battre au moins le niveau d'inflation. Je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, si tu es sur un niveau d'inflation de 10%, il faut au moins que tu trouves la possibilité d'avoir une augmentation de revenus supérieure ou égale à 10%. Sinon, en réalité, même si tu as une augmentation en numéraire du nombre d'euros, par exemple, que tu peux avoir sur ton compte en banque, en réalité, et ce qui nous intéresse nous en termes de pouvoir d'achat, tu t'es appauvri. Donc il y a plusieurs moyens pour pouvoir faire en sorte de ne pas perdre de l'argent et de pouvoir vaincre le niveau d'inflation, même s'il n'y a aucune garantie par rapport à ça. Il y a certaines classes d'actifs qui ont quand même prouvé qu'elles étaient capables de vaincre le niveau d'inflation sur de nombreuses années. Par exemple, on peut investir sur des classes d'actifs comme l'immobilier, comme par exemple le marché action, on va en parler. Il y a aussi les crypto-monnaies, même si c'est plus risqué et même si c'est beaucoup plus récent que l'immobilier ou le marché action. Mais en effet, c'est des super moyens, en tout cas à l'heure actuelle, pour pouvoir vaincre l'inflation et pour pouvoir préserver son pouvoir d'achat au fur et à mesure du temps. Après, est-ce que c'est plus intéressant pour toi, par exemple, de faire de l'immobilier ou faire de la bourse ou faire des crypto-monnaies? Je pense que la véritable question à se poser, c'est savoir ce que toi tu veux faire véritablement et d'utiliser le véhicule financier ou la classe d'actifs la plus adaptée par rapport à tes objectifs et puis aussi par rapport à ce qui t'intéresse. C'est-à-dire que si tu me dis j'ai envie d'être libre financièrement en 5 ans et j'investis par exemple mon argent dans les métaux précieux pour le faire, je te dirais que c'est peut-être pas forcément le meilleur véhicule d'investissement pour arriver à cet objectif.
Par contre, si tu me dis, bah tiens, moi je veux atteindre, je sais pas, la liberté financière sur une dizaine d'années, puis je veux utiliser l'effet de levier de la banque pour investir dans l'immobilier locatif en faisant les choses correctement et pas s'amuser par exemple à faire du Pinel ou n'importe quoi, bah en effet, ça peut être quelque chose d'intéressant. Les crypto-monnaies aussi, elles ont des caractéristiques qu'on n'est pas capable aujourd'hui de retrouver dans les autres classes d'actifs que je t'ai citées. À chaque fois, tu as des avantages, tu as des inconvénients, il y a toujours un pour, il y a toujours un contre, mais je pense que le plus important, c'est de trouver vraiment la classe d'actifs qui, toi, va te passionner, qui va te donner envie d'apprendre, qui va te donner envie de te questionner, de te dépasser, et il faut de toute façon que tu deviennes bon dans cette classe d'actifs-là. Si jamais tu as le même niveau que l'écrasante majorité des gens, si tu ne prends pas le temps de te former, tu auras les résultats de l'écrasante majorité des gens, c'est-à-dire des résultats nuls, voire complètement négatifs. Donc il faut vraiment être très conscient de ça. Une question qui revient beaucoup, surtout de la part des débutants, c'est pourquoi aujourd'hui c'est important d'investir le plus tôt possible, parce que finalement je me rends compte que beaucoup de gens, même s'ils ont un budget modeste, ne souhaitent pas commencer à investir parce que ils pensent que ça vaut pas forcément le coup. Si c'est pour investir 50 ou 100 euros tous les mois, ça vaut clairement pas la peine. Et beaucoup sont dans l'attente, sont dans l'expectative d'attendre d'avoir un capital peut-être beaucoup plus conséquent pour débuter leur démarche d'investissement. Mais on va le voir que c'est justement oublier un phénomène important dans l'investissement sur les marchés financiers, c'est celui des intérêts composés. Plus tu vas commencer à investir tôt, plus tu vas pouvoir mettre en place une véritable dynamique d'intérêt composé. Et je vais te donner des chiffres vraiment très concrets dans la suite de cette vidéo. Tu verras que c'est vraiment très intéressant. Les intérêts composés, c'est quoi? C'est lorsque tu vas investir par exemple sur une classe d'actifs. Cette classe d'actifs va te donner un certain rendement que tu vas pouvoir automatiquement réinvestir pour pouvoir avoir un meilleur rendement, etc., etc. Et on se rend compte, et je vais te montrer des exemples dans la suite de cette vidéo, que plus tu commences tôt, plus tu vas pouvoir mettre cette dynamique d'intérêt composé le plus tôt possible et meilleurs seront tes résultats sur le long terme. Alors pour t'illustrer un peu plus mes propos, justement pour que tu puisses comprendre ce qu'est les intérêts composés, ce que sont les intérêts composés, je vais te montrer sur un site concrètement un peu comment ça fonctionne. Donc là c'est un site que je te remettrai dans la description de la vidéo, hein, tu pourras recroiser les infos et faire les tests avec ta situation personnelle, c'est vraiment l'objectif. Donc là il y a plusieurs informations que tu vas pouvoir renseigner. Déjà au départ par exemple le placement initial. Admettons que tu souhaites commencer à investir par exemple avec un capital de 5 000 euros. Alors c'est exprimé en dollars, mais nous on s'en fout, on va dire que ce sont des euros, c'est exactement la même chose. On va partir du principe que tu ne fais pas de versement régulier au départ. Voilà, on va dire que tu ne fais aucun versement régulier, que tu investis sur une classe d'actifs comme par exemple le marché action et en moyenne, alors si on regarde les performances historiques, on est plutôt sur des rendements entre 6, 7, 8%, on va dire, on va partir sur un niveau en moyenne de l'ordre de 7%. Les calculs des taux d'intérêt, ils sont calculés une fois par année, et là on peut déterminer notre horizon d'investissement. Donc voilà, on va dire au départ, on va investir par exemple sur 40 ans. Et tu vas voir qu'on va s'amuser à bouger pas mal de variables. Donc on décide d'investir par exemple via un ETF qui va répliquer les performances du S&P 500 et on investit sur 40 ans. Quelquefois on va faire plus que 7%, quelquefois on va faire moins, mais en moyenne c'est du 7% annualisé. En tout cas historiquement, c'est à peu près ce qui s'est passé pour le S&P 500. Et on a investi un capital au départ de l'ordre de 5 000 euros et on n'a rien fait après pendant 40 ans. Tu vois, on a acheté un ETF qui répliquait les performances du S&P 500, on a mis 5 000 euros une seule fois et on est revenu 40 années après. Ce qu'on remarque, c'est qu'on se retrouve avec un portefeuille de presque 75 000 euros, dont presque 70 000 euros d'intérêts qui ont été générés sur notre capital. C'est quand même plutôt intéressant. Attention quand même cependant, tous les chiffres que je te donne, c'est des chiffres bruts, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'inflation, et on ne prend pas en compte non plus la fiscalité. Donc là, je te parle juste des rendements bruts pour que ce soit clair pour toi, mais attention aussi, il faut bien prendre tous les chiffres en ligne de compte, parce que si là, pour le coup, j'investis sur 40 ans avec un taux d'intérêt de l'ordre de 7%, mais que le niveau d'inflation, comme celui en septembre 2022 que je t'ai évoqué tout à l'heure, il était plutôt en moyenne en Europe à 10,9%, bon bah là, en réalité, oui, j'ai plus d'euros sur mon compte en banque, mais je me suis appauvri. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc c'est super important de le comprendre. Maintenant, on va s'amuser quand même à changer quelques variables. Par exemple, même personne, quelqu'un qui n'investit pas 5 000 euros mais qui va en investir 10 000, donc il a doublé quand même son capital initial et on ne change rien d'autre sur 40 ans. Qu'est-ce que ça fait? Donc il se retrouve à la fin de les 40 années d'investissement sur un portefeuille total de 150 000 euros et les intérêts générés, c'est 140 000 euros. Tu vois, donc c'est quand même plutôt intéressant. Maintenant, on va s'amuser à modifier quelques variables. Par exemple, quelqu'un qui va investir toujours pareil
10 000 euros, mais tous les mois, il va déposer, alors ça peut être 50 euros ou 100 euros, on va commencer avec des petites charges, par exemple 100 euros. Voilà, on va mettre 100 euros tous les mois, il met 10 000 euros en une seule fois, et il investit sur 40 ans. Qu'est-ce que ça fait? Bah là, il se retrouve avec un capital presque de 400 000 euros au bout de 40 ans, dont les intérêts composés, donc les intérêts qui ont été générés sur son capital, sont presque de l'ordre de 340 000 euros, ce qui est quand même clairement intéressant. Maintenant, on va changer juste une année, tu vois, on va passer juste de 40 à 41 ans. Qu'est-ce que ça fait là au niveau des intérêts qui sont générés? Là, tu vois, on est passé de presque de 340 000 à 366 000. On va rajouter encore un an, tu vois. Là, on va passer à 396 000. On rajoute encore 2 ans. Qu'est-ce que ça fait? On passe à 462 000. 400, presque 463 000. Donc on voit qu'en fait, il y a vraiment une courbe exponentielle qui se met en place. Et donc plus on va commencer à investir tôt, plus on va arriver justement sur ce seuil d'exponentialité sur la croissance et le développement de notre capital. Par contre, attention, on est d'accord que là, c'est quelqu'un qui investit sur 44 ans. Tout le monde n'a pas envie d'investir pendant 44 années. Tout le monde n'a pas envie de partir à la retraite, je ne sais pas, à 75 ans ou peu importe. Je suppose que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de partir à la retraite plus tôt, en tout cas que tu as envie de te créer éventuellement une retraite anticipée. Donc là, il faut s'amuser à faire varier les chiffres. Peut-être que là, les rendements de 7%, c'est peut-être pas quelque chose d'extraordinaire quand on sait qu'il y a certaines classes d'actifs, comme par exemple le cas des crypto-monnaies, qui offrent des rendements nettement supérieurs que 7%. Tu vois, là je sais que le sujet de cette vidéo c'était sur la bourse, mais je veux aussi t'ouvrir un peu plus l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te bloquer à une seule et unique classe d'actifs. À chaque fois, comme je te l'ai dit, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Sur l'immobilier, par exemple, tu vas pouvoir utiliser l'effet de levier bancaire et utiliser l'argent de la banque pour pouvoir investir dans des biens immobiliers. Tu ne seras pas capable d'emprunter de l'argent à la banque pour investir dans les crypto-monnaies ou pour investir sur les marchés financiers. L'avantage des actions, en tout cas du marché financier de manière générale, si tu investis sur du S&P par exemple, c'est que c'est vraiment ultra passif, mais en termes de rendement, bon, il faut quand même investir sur du long terme. Si tu croises un petit peu tous ces différents leviers, si tu fais de l'immobilier, si tu fais des crypto-monnaies, si tu fais de l'entrepreneuriat, si tu fais de l'investissement en bourse, tu peux peut-être arriver à avoir des rendements supérieurs, encore une fois, à 7%. Peut-être pas sur 40 ans, attention, mais en tout cas, si tu veux accélérer, tu peux décider d'utiliser des classes d'actifs qui sont réputées comme étant plus risquées mais nettement plus rentables, comme c'est le cas par exemple des crypto-monnaies. Donc on peut s'amuser à faire varier ça. Par exemple, du 10% pour faire du 10% annualisé sur des crypto-monnaies, clairement aujourd'hui, c'est vraiment nul. C'est-à-dire, on peut très largement faire mieux. Moi, ça fait des années que j'investis sur ce marché et je peux t'assurer par expérience que du 10% annualisé, c'est vraiment nul dans le domaine des crypto-monnaies. En tout cas, dans le stade dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo dans 20 ans, forcément que le marché sera beaucoup plus mature, donc ça sera peut-être beaucoup plus compliqué d'avoir ce genre de rendement. Mais en tout cas, aujourd'hui, faire du 10% annualisé, c'est quand même clairement très largement atteignable en utilisant le marché des crypto-monnaies. Donc après, tu peux t'amuser à faire varier, si tu veux, ces différentes variables, de te dire tiens voilà, les taux d'intérêt, je vais faire une moyenne par exemple de 10%, je ne vais pas décider d'investir sur 20 ans, mais par exemple je veux prendre ma retraite dans 20 ans ou par exemple dans 15 ans, et donc tu peux essayer de te faire des projections, de te dire tiens, quel capital il va falloir que j'investisse tous les mois pour commencer à obtenir une rente qui soit suffisante pour maintenir mon niveau de vie. Je pense que le plus important c'est vraiment que tu aies des chiffres concrets par rapport à ta situation personnelle. Il y a tellement de personnes qui disent moi je veux investir en bourse parce que je veux devenir rentier à 30 ans, mais par exemple ils investissent 20 euros tous les mois dans un ETF du S&P 500. Je dis pas que c'est pas bien, je pense que c'est super de commencer tôt, et après il faut être réaliste par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et derrière, forcément, si tu veux obtenir ta liberté financière en mettant 20 euros tous les mois et en atteignant ta liberté financière en investissant sur du S&P 500, je sais pas, en 5 ans, encore une fois, c'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va reprendre le même exemple. Quelqu'un qui met 10 000 euros, il va pas mettre 100 euros tous les mois, mais voilà, il a négocié son salaire, il a regardé toutes les vidéos que j'ai fait sur les finances personnelles, l'investissement, etc. Également aussi sur l'entrepreneuriat, donc il augmente sa capacité d'épargne, sa capacité d'investissement. Et là, c'est quelqu'un qui va pas mettre, je sais pas, 100 euros, mais il va mettre 600 euros par exemple tous les mois. En faisant un peu de crypto-monnaie, un peu de bourse, un peu d'immobilier, un peu d'entrepreneuriat, il arrive à avoir un niveau de taux d'intérêt de l'ordre de 10%. Il investit sur 15 ans, tu vois, là-dessus, qu'est-ce que ça fait en termes de rendement? Voilà, tu vois, là, il se retrouve avec un capital au total de un peu plus de 280 000 euros, avec des intérêts générés de 162 838 euros, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et puis après, tu peux t'amuser à faire varier, tu vois, la timeline avec le temps pour te dire, moi, 15 ans, ça me paraît un peu court par rapport aux objectifs que je me suis fixés, ça sera peut-être 20 ans, et si c'est sur 20 ans, voilà les résultats que tu auras, tout en prenant en compte quand même le fait que
c'est des rendements bruts qu'il faut prendre en compte la fiscalité et surtout l'inflation qui, là pour le coup, pour avril-septembre 2022, était sur un niveau très largement supérieur à ce qui était notamment fixé par les banques centrales. Donc finalement, une autre question qui peut te venir à l'esprit à ce moment-là de la vidéo, c'est quoi commencer à acheter finalement sur les marchés financiers? Parce que tu as compris que les différentes classes d'actifs pouvaient être complémentaires, qu'en effet investir en bourse, ça pouvait être une très bonne idée parce qu'il y avait quand même historiquement parlant des très bons retours sur investissement, et je dis bien historiquement parlant, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc finalement, quoi acheter aujourd'hui sur les marchés financiers, plus spécifiquement en bourse? Parce qu'il faut savoir que même en bourse, il y a tout un tas de produits ou de services que tu peux acheter. Tu peux par exemple acheter des actions qui sont en réalité des parts d'entreprise, ça peut être des obligations qui n'est rien d'autre que le marché de la dette ou la créance, mais tu peux acheter des dettes d'entreprise, tu peux acheter des dettes d'État, tu peux acheter des dettes court terme, long terme, enfin bref, c'est un marché qui est quand même assez complexe et que je ne vais pas forcément t'évoquer dans cette vidéo, mais ça existe. Tu peux acheter aussi des produits dérivés, tu peux faire des futurs, tu peux faire des options, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire là-dessus, mais je pense que c'est plutôt ouvert pour des profils plus avancés. Tu peux acheter aussi des matières premières. Tu vois, dans les matières premières, tu peux avoir les métaux précieux, donc ça peut être l'or, ça peut être l'argent, ça peut être aussi le pétrole, ça peut être le blé. Toutes les matières premières aujourd'hui sont disponibles sur les marchés financiers. Donc en effet, qu'est-ce qu'on choisit et quelle est aujourd'hui la classe d'actifs la plus intéressante, en tout cas sur les marchés financiers? Donc là, pour le coup, dans cette vidéo, on va plutôt se focaliser sur les actions parce que historiquement, ce sont celles qui ont le plus performé. Et souvent, ce qui manque pour les débutants, au-delà d'avoir des retours sur investissement juste incroyables, c'est déjà de se développer un capital. Parce que beaucoup de débutants n'ont déjà pas les bonnes manières de réfléchir, les bonnes manières d'investir. Et la base, avant de commencer à diminuer son risque ou d'avoir une diversification qui soit trop importante, c'est de concentrer ses actifs pour avoir un capital suffisamment important pour après décider de le faire travailler et puis peut-être après générer des rentes supplémentaires. Donc dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur le marché action. En général, par exemple, le S&P 500, entre 1928 et 2021, décembre 2021, a fait en moyenne 11,82% de résultats, ce qui est quand même plutôt intéressant. Attention, les rendements que je te donne, les 11,82%, c'est des rendements bruts. Encore une fois, on ne prend pas en compte l'inflation et on ne prend pas en compte la fiscalité qui est quand même très intéressante et qu'il faut vraiment comprendre parce qu'on va utiliser différents véhicules d'investissement, différents supports d'investissement. C'est pas la même chose d'investir dans une assurance vie, dans un PEA, dans un compte titre. Voilà, à chaque fois, on va avoir des différences quand même à chaque fois sur ces différentes enveloppes fiscales. Des fois, on va avoir des avantages, des fois, on va avoir des inconvénients, mais voilà. J'ai fait pas mal de vidéos sur cette chaîne justement pour t'expliquer les comparatifs sur ces différents supports, donc n'hésite pas à aller les voir si jamais ça t'intéresse. À l'écran, je t'ai mis deux graphiques que tu pourras retrouver très facilement sur internet, mais qui représentent l'évolution du cours du S&P 500. Et le S&P 500, c'est tout simplement un indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Et historiquement, voilà, c'est un marché qui a très très bien performé ces 90 dernières années. Donc en moyenne, entre 1928 et décembre 2021, on a fait en moyenne 11,82%. Et là, sur ce graphique, en tout cas, si on prend la moyenne de ces 90 dernières années, parce que c'est ce que représentent ces deux graphiques, on a fait en moyenne du 10% annualisé, sans tenir compte de l'inflation et sans tenir compte des problématiques liées à la fiscalité que je t'ai évoquées tout à l'heure. Donc il y a quelques fois, en effet, on peut perdre de l'argent, des fois, on va en gagner, mais en moyenne, ça reste quand même un marché très intéressant à détenir dans notre portefeuille sur le long terme. Je t'invite cependant quand même à faire très attention à la mentalité que tu vas avoir quand tu vas décider d'investir sur les marchés financiers, parce qu'il y a beaucoup de débutants qui se disent investir sur les marchés financiers, mais ils se rapprochent beaucoup plus de personnes qui font par exemple du poker ou qui vont mettre tout sur le 8 rouge que de réellement une véritable, si tu veux, mentalité d'investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui ne va pas jouer avec son argent, qui va investir sur des décisions qui vont être rationnelles, avec des chiffres, avec des données, avec des graphiques, et c'est ça qui va le conforter éventuellement dans sa prise de décision. Un investisseur, il a très bien compris que c'est toujours un jeu de statistiques, de probabilités, qu'en aucun cas il va être sûr de sa décision. De toute façon, dans l'investissement, il n'y a aucune certitude, et comme ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, pour le cas du S&P 500, c'est pas parce qu'on a eu ce genre de retour par le passé que dans les 90 ou les 100 prochaines années, ça sera encore le cas. Il est possible qu'on continue sur cette tendance, et c'est un scénario que je pense privilégié, mais est-ce que ça veut dire que ça sera absolument le cas et qu'il n'y a aucun risque en investissant sur ce genre de classe d'actifs?
Là, pour le coup, c'est pas vrai. Il y a toujours un risque. Et d'ailleurs, l'investisseur a très bien compris aussi qu'il y a toujours une balance à avoir entre le risque et le rendement. C'est un peu comme les deux facettes d'une même pièce. On va avoir pile et face. Pour un investissement, on va toujours avoir la balance entre le risque qu'on va prendre et puis le rendement qu'on va aller chercher. L'idéal, c'est d'aller chercher le risque le plus faible possible avec les rendements les plus élevés possibles, mais souvent, ça va quand même de pair. Quand on investit dans le domaine des crypto-monnaies, en effet, on va aller chercher beaucoup plus de volatilité et beaucoup plus de risques pour obtenir des rendements importants, même si on peut contrôler notre risque avec le capital qu'on va décider d'investir, notre manière aussi d'investir, si on a plus une approche trading court terme ou plutôt une approche long terme, etc. etc. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais je pense que tu l'auras compris. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais tu es vraiment sur une mentalité investisseur, ce que je t'invite à avoir, c'est vraiment de baser ta stratégie donc sur des faits et non sur des émotions. On va être sur de l'anticipation par rapport à ce qui peut se passer sur le marché et non pas par rapport à de la réaction sur ce qui se passe sur le marché. Parce qu'à chaque fois qu'on va réagir, on va avoir des émotions, on va avoir des biais cognitifs qui vont se mettre en avant. Ça peut être aussi des problématiques liées à la cupidité et à la peur qui vont nous faire prendre tout simplement des mauvaises décisions. Donc il faut vraiment comprendre que quand on investit, il faut vraiment aussi se rapprocher des personnes qui ont eu des résultats intéressants, qui ont déjà pu obtenir les objectifs que tu t'es peut-être fixés. Moi, par exemple, avant d'atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro, forcément, je me suis rapproché des personnes qui avaient atteint, si tu veux, ce genre de résultats. Je me suis pas réveillé du jour au lendemain en me disant tiens, voilà, je veux atteindre cet objectif et j'ai pas commencé à écouter n'importe qui. Si aujourd'hui tu veux, je sais pas, quitter ton emploi salarié, avoir plus de liberté, plus de choix, si tu veux investir, regarde et enseigne et rapproche-toi de personnes qui ont déjà pu atteindre les objectifs que tu t'es fixés au préalable. C'est vraiment super important. Donc pour en revenir au sujet de cette vidéo, qui est finalement l'investissement en bourse ou sur les marchés financiers, le marché action, c'est un marché qui historiquement a très bien performé et donc il y a plus de probabilité en tout cas à ce que ça continue comme ça par la suite, même s'il n'y a aucune certitude. Donc une action, je te l'ai évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une part d'entreprise. Quand tu dis j'achète une action, tu achètes tout simplement une part d'entreprise. Et en achetant une part d'entreprise, vu qu'on est sur un marché qui est aujourd'hui très régulé, qui n'est pas forcément le cas d'autres classes d'actifs comme celui du marché des crypto-monnaies, même s'il vise à le devenir quand même de plus en plus, on a quand même un certain nombre de droits quand on achète des parts d'entreprise, des actions. On a par exemple un droit de vote, ou également aussi le droit de recevoir une partie des bénéfices de l'entreprise qui pourront être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc ça va être fait au prorata du nombre d'actions qu'on va détenir. Si moi par exemple je détiens 10% des actions d'une entreprise, je vais forcément avoir un droit de vote qui va être supérieur et avoir le droit à un versement de dividendes plus conséquent que quelqu'un qui aura investi peut-être à 0,1% si tu veux du montant du total d'actions de cette entreprise. Ça, je pense que tu l'auras compris. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une action, bien évidemment, son cours va fluctuer en fonction de l'offre, en fonction de la demande, mais c'est surtout un problème lié à la psychologie de l'être humain. Dans les crypto-monnaies, c'est encore pire parce qu'on a des cycles qui sont beaucoup plus violents. Et on a une volatilité vraiment extrême parce que la liquidité qu'on est capable de retrouver sur ce marché est vraiment très différente de ce qu'on peut retrouver sur des marchés beaucoup plus implantés, comme celui des actions, comme celui des obligations, etc. Mais ce qui va faire fluctuer le cours, pas la peine d'aller chercher des solutions trop compliquées, c'est toujours une question d'offre et de demande, et surtout derrière une grosse problématique liée à la psychologie humaine qui souvent va avoir tendance à surévaluer certaines entreprises, quelquefois à les sous-évaluer. C'est pour ça que tu vas voir par la suite, il y a quand même certaines approches très intéressantes à connaître et à avoir en tête si tu veux investir durablement et efficacement, notamment l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Maintenant, quelle plateforme tu peux être amené à utiliser pour pouvoir acheter notamment des actions en bourse? Il y a tout un tas de plateformes qui existent aujourd'hui pour pouvoir te permettre de faire ça, ce qu'on appelle aussi des brokers. Je ne vais pas te donner un exemple en particulier, je ne vais pas te conseiller une plateforme en particulier parce que de toute façon je suis affilié à aucune de ces plateformes. Moi par exemple, je vais te dire ce que je fais à titre personnel. J'ai utilisé pendant pas mal de temps une plateforme qui s'appelle DEGIRO. Qui est vraiment pas mal. Il y a pas mal de produits financiers que tu es capable d'acheter, notamment certains ETF qu'on évoquera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il y a une autre boîte maintenant que j'utilise beaucoup qui s'appelle Interactive Broker. Par contre, c'est plutôt ouvert à des personnes qui ont un plus gros portefeuille, ce qui sera peut-être pas forcément ton cas. Donc après, il faudra les adapter, mais franchement, aujourd'hui, des plateformes pour acheter les actions, il y en a vraiment beaucoup. Si j'avais un conseil à te donner,
sans te dire d'aller voir une ou une plateforme particulière, mais renseigne-toi plutôt au niveau des plateformes en ligne. En général, tu auras nettement moins de frais, ça sera vraiment plus intéressant financièrement parlant pour toi que si jamais tu le fais par exemple via ta banque physique. Souvent, tu as des frais qui sont extrêmement élevés, des performances qui sont très faibles, avec très peu de choix, donc clairement, c'est pas intéressant. Oriente-toi plutôt auprès des banques en ligne ou auprès de certaines plateformes. Moi, je te parle de celles que j'ai utilisées, DEGIRO, Interactive Broker, qui, selon moi, sont quand même très très bien. Là, je vais te montrer un exemple concret, ça va être très rapide et tu verras que c'est pas forcément très compliqué pour acheter une action. Là, je suis sur un compte DEGIRO que je n'utilise plus maintenant parce que je suis passé chez Interactive Broker. Mais par exemple, tu vois, Coca-Cola, si tu veux acheter l'entreprise Coca-Cola, donc tu tapes ici son code ISIN, qu'on appelle aussi un ticker, qui va te permettre de retrouver rapidement le numéro d'entreprise et vraiment l'action que tu souhaites acheter. Donc là, moi par exemple, j'ai sélectionné l'action Coca-Cola qui a un cours aujourd'hui de 63,67 $. Si je souhaite en acheter, j'ai simplement à cliquer ici dans l'onglet achat. Je peux faire des ordres à cours limité ou des ordres au marché. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que les ordres à cours limité, ils peuvent être plus longs à être validés, mais on va avoir une exécution qui va être plus intéressante à la fois à l'achat et à la vente parce qu'on va déterminer le prix d'achat ou le prix de vente auquel on souhaite soit acheter, soit vendre. Et puis sinon, si on veut privilégier vraiment la rapidité d'exécution, on va plutôt faire un ordre au marché. Parce que si on fait un ordre au marché, en fait, derrière, on va prendre la première personne qui veut soit acheter, soit vendre l'action qu'on souhaite tout simplement se procurer ou se débarrasser. Donc là, par exemple, si je veux faire un ordre au marché pour acheter l'action Coca-Cola, là ici, j'ai juste à déterminer, avoir bien évidemment le cash disponible sur la plateforme. Hein, et puis derrière, si je veux acheter 10 actions Coca-Cola, par exemple, je tape ici 10. Donc il va me falloir 636,7 $ pour pouvoir acheter ces 10 actions Coca-Cola. Et une fois que c'est OK, si j'ai bien ces actions-là, enfin en tout cas si j'ai bien l'argent de disponible sur mon compte dessus, je clique ici sur valider l'ordre, je valide la transaction, et puis direct, je recevrai mes actions directement sur mon portefeuille sur DEGIRO. Comme je te l'ai évoqué un peu plus tôt dans cette vidéo, pour investir, tu vas avoir 3 approches vraiment importantes à comprendre et à maîtriser. La première, ça va être l'analyse fondamentale. Donc là, c'est ce qui se rapproche le plus du value investing. C'est vraiment l'approche de Warren Buffett et c'est ce qui a fait aujourd'hui sa notoriété. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment analyser fondamentalement les entreprises, donc il va analyser le bilan comptable, les comptes de résultats, etc., pour déterminer si l'action aujourd'hui par rapport à son cours est sous-évaluée ou surévaluée. Donc là, on va vraiment analyser fondamentalement les entreprises et l'analyse fondamentale, si tu veux, c'est une manière pour nous pour déterminer les meilleures actions dans lesquelles on va pouvoir investir. Ça va nous dire dans quoi investir. L'analyse technique, c'est très complémentaire parce que là, ça va être ce qu'on appelle aussi l'analyse graphique. Donc on va déterminer certaines tendances, certaines zones de support, certaines zones de résistance pour nous aider à déterminer les meilleurs moments pour pouvoir éventuellement acheter ou vendre certaines actions, certains actifs. Donc l'analyse fondamentale, ça nous dit en gros quoi acheter. L'analyse technique, c'est quand acheter ou éventuellement aussi quand vendre, quand il y a des zones qui sont peut-être surévaluées ou pas. Et un troisième point qui est super important à comprendre quand toi tu souhaites investir, surtout si tu es débutant, déjà d'essayer de timer le marché, de déterminer les meilleurs moments pour pouvoir acheter ou vendre, c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie et ça se rapproche plus du trading, donc plutôt pour des profils avancés. Si tu fais de l'investissement long terme, je t'invite plutôt à avoir une approche de DCA qu'on appelle de dollar cost averaging. Ça veut dire qu'au lieu de rentrer en une seule fois sur le marché avec par exemple un capital de 10 000 € comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt, là tu vas rentrer en plusieurs fois, peu importe les circonstances du marché. Par exemple tous les mois tu vas investir je sais pas 500, 600 € tous les mois sans te poser des questions et tu vas te constituer comme ça ton portefeuille au fur et à mesure du temps. Ce qui fait que même si le marché baisse, tu vas pouvoir te rentrer sur le marché et tu vas pouvoir te procurer des actions qui vont être moins chères. Et si le marché augmente, de toute façon, tu es déjà sur le marché, donc tu profites déjà de la hausse. Ça élimine tout un tas de problèmes on va dire de réaction par rapport au marché. Là, tu es vraiment dans de l'anticipation. Ça va mettre de côté tous les biais émotionnels que tu pourrais ressentir en tant qu'investisseur et ça te permettra, tu verras, de lisser éventuellement tes prises de position sur le long terme et de lisser éventuellement aussi les erreurs potentielles que tu pourrais faire au départ. Parce que si tu es débutant, de toute façon, il y a de très fortes probabilités à ce que tu fasses aussi des erreurs, surtout si tu ne prends pas le temps de te former. Attention aussi à certains termes que tu vas pouvoir retrouver sur Internet et bien comprendre la différence qui peut exister entre
les investissements actifs et les investissements passifs. Les investissements actifs, c'est entre guillemets, tu vas faire des actions et tu vas vraiment dépenser ton temps pour faire en sorte d'investir et de gérer ton portefeuille correctement. Et les investissements passifs, c'est souvent ce qui est recherché par l'écrasante majorité des investisseurs. C'est des moyens de laisser, si tu veux, ton argent travailler pour toi. Il y a un fond de vérité là-dedans. J'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube pour t'expliquer qu'en réalité, quand on parle d'investissement passif, c'est souvent une fausse idée. Par exemple, dans le domaine entrepreneurial, créer un business en ligne, c'est créer une réelle entreprise. Oui, ça peut te créer un certain effet de levier sur ton temps et oui, tu peux à un certain moment donné déléguer tout un tas de tâches qui vont te permettre après par la suite d'améliorer peut-être ta situation financière, augmenter ta capacité d'épargne, ta capacité d'investissement, mais en aucun cas ça sera 100% passif. Et d'ailleurs je ne suis pas convaincu aujourd'hui qu'on ait aujourd'hui des véritables stratégies d'investissement passif à 100%. Tu vois, même l'immobilier qui est censé être réputé comme étant quelque chose de relativement passif, tu auras toujours des choses à faire, tu auras toujours des locataires à gérer, tu auras toujours peut-être, si tu fais de la location courte durée, des entrées, des sorties, des rénovations, des négociations, des nouveaux bails à faire signer, enfin tu vois, il y aura toujours de toute façon des choses, il y a toujours un minimum de travail. Je pense que ce qui se rapproche le plus de l'investissement passif, c'est peut-être investir dans certains ETF ou certaines actions qui vont te verser régulièrement des dividendes, mais même là, de toute façon, ça va te demander une certaine gestion, il va falloir que tu suives ton portefeuille, il va falloir que tu vérifies si à chaque fois que le portefeuille, en tout cas que tu t'es constitué, s'il est toujours à jour aujourd'hui, si les actions dans lesquelles tu as décidé d'investir, les entreprises que tu détiens dans ton portefeuille, si fondamentalement d'une année à une autre, ça n'a pas vraiment changé. Tu peux très bien investir dans une boîte quand, je sais pas, fondamentalement, elle fonctionne très très bien et puis elle se développe correctement. Et puis à un moment donné, il y a un changement de patron et puis ils font des mauvais investissements, ils achètent des mauvaises usines, ils achètent des mauvais concurrents, puis ils croulent après sous les dettes. Voilà, il faut quand même remettre à jour son portefeuille et donc pas investir de manière, on va dire, trop passive ou de penser qu'on fait le travail une seule fois et on fera plus rien jusqu'à la fin de notre vie. C'est pas vrai. Voilà, il y aura toujours un minimum de gestion, mais c'est clair que ça te permettra de gagner énormément de temps. Moi, par exemple, le portefeuille que j'ai aujourd'hui, notamment sur des ETF ou même sur certaines actions à dividendes, je travaille, je sais pas, ça doit faire... ça doit me demander à peu près 15 minutes par mois, tu vois, à gérer. Donc oui, c'est intéressant. Oui, il y a quand même un minimum de travail pour être sûr si fondamentalement les boîtes, elles n'ont pas trop changé. Mais voilà, derrière, il y aura quand même un minimum de travail à faire et je pense que c'était important aussi de te le stipuler dans cette vidéo. Moi, ce que je voulais te dire, c'est que quand on parle d'actifs, d'investissement actif, c'est plutôt les personnes qui vont en général faire les recherches elles-mêmes, qui vont essayer d'identifier notamment les risques, qui vont essayer de manière générale aussi de battre le marché et qui vont choisir individuellement chacune des différentes entreprises dans lesquelles ils vont décider d'investir leur argent. Et c'est là où il faut faire attention, parce que c'est une approche qui a très bien marché pour des gros investisseurs comme Warren Buffett, Peter Lynch et tout un tas d'autres que je t'ai déjà évoqué sur pas mal de vidéos. Mais attention, pour l'investisseur particulier et surtout pour le débutant, c'est très compliqué. Donc il faut plutôt, selon moi, s'orienter sur des ETF, ce qu'on appelle Exchange Traded Fund, qu'on appelle aussi des trackers. Donc c'est des instruments financiers qui vont répliquer les performances de certains indices. Je t'ai parlé d'un indice qui représentait les performances notamment des 500 plus grandes entreprises américaines qui s'appelle le S&P 500 et historiquement parlant le S&P 500 a quand même eu des super performances, mais ça ne va pas t'obliger toi individuellement à investir dans les 500 entreprises du S&P 500 à proportion égale et à secteur égal. C'est quand même très compliqué. Donc un ETF aujourd'hui c'est quand même plutôt intéressant parce que ça va te permettre de pouvoir tout de suite avoir une certaine diversification, d'avoir donc une diversification géographique, une diversification en termes peut-être même aussi de devises, en termes d'entreprise, en termes aussi de classe d'actifs, parce que tu as des ETF qui peuvent te permettre d'investir dans des actions, mais aussi dans des obligations, dans des commodities, ce qu'on appelle aussi des matières premières. En général, ça ne coûte pas forcément très très cher, même nettement moins cher que si tu étais amené à acheter chacune des entreprises individuellement, une par une, et surtout si tu utilises certaines banques physiques aujourd'hui qui mettent des frais juste exorbitants. Donc voilà, c'est quand même vraiment intéressant ce nouveau support, et moi je trouve en tout cas pour un débutant que l'approche passive, dans le sens où on va faire plutôt un DCA en utilisant par exemple les ETF, c'est
une approche qui est plutôt intéressante pour avoir un socle solide pour un investissement sur le long terme. Et si après on souhaite éventuellement se diversifier, si on souhaite investir sur des entreprises de manière individuelle parce que on est capable d'analyser des comptes de résultats, des bilans et puis qu'on comprend vraiment fondamentalement ce qui fait qu'une entreprise elle va être sous-évaluée ou surévaluée, pourquoi pas. Mais en tout cas au départ il faut plutôt commencer simple et après complexifier sa méthode avec le temps si nécessaire. Je te l'ai déjà évoqué un peu tout à l'heure, mais là tu vois, je te mis les performances du S&P 500 là sur Google. Donc ça a commencé en 1982 et tu vois quand même que même si on a des fois des crises, des récessions et des baisses en fait du cours au niveau du S&P 500, sur le très long terme, on est quand même sur une progression très intéressante. Et voilà, ça vaut quand même le coup d'investir sur le long terme sur ce genre de support. En tout cas, historiquement parlant, c'est ce qu'on a pu observer. Si on regarde comment est composé aujourd'hui cet indice du S&P 500, on se rend compte qu'on va retrouver les plus grosses entreprises américaines. Donc on va voir Apple, on va voir Microsoft, Amazon, Google, etc. Berkshire Hathaway, qui est le fonds de Warren Buffett. Et à chaque fois, c'est pondéré dans cet indicateur en fonction de leur poids, si tu veux, dans l'économie américaine. Donc là, par exemple, on voit que Apple, ça va représenter 6,43% de l'indicateur du S&P 500, Microsoft ça représente 5,5%, Amazon 2,4 presque %, et c'est pour ça que aussi les ETF c'est très intéressant parce que là pour le coup tu investis dans un indice, donc tu es déjà vraiment diversifié, et même s'il y a une boîte qui sort du S&P 500, il y en aura une autre qui rentrera dans le classement, et ça se fera automatiquement. Toi derrière tu n'es pas obligé de suivre toutes ces entreprises. Tu paries en fait en investissant sur le S&P 500, tu vas parier sur la croissance et le développement de l'économie américaine. Voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il n'y a aucune garantie, je le répète tout le temps, mais je pense que c'est super important. Et parmi les émetteurs aujourd'hui les plus connus, pour t'en citer qu'un, tu vas avoir par exemple Vanguard. Donc Vanguard, ça a été créé par M. Bogle, qui est un très grand investisseur et qui a permis aux investisseurs particuliers d'investir de manière passive, ou en tout cas de pouvoir rivaliser un peu plus avec ce qui se passait au niveau des institutionnels, parce qu'à l'époque, des outils comme ça n'existait pas. Donc c'est un très grand monsieur qui a permis de faire des choses vraiment très intéressantes pour l'investisseur particulier. Il n'a pas fait que des choses bien, je ne suis pas en train de faire son apologie non plus, mais voilà, en tout cas, il a permis de développer tout un concept qui n'existait pas il y a quelques années derrière, il y a quelques années auparavant, et qui aujourd'hui quand même rencontre un certain succès. Derrière, là, tu vois, pour te donner quelques exemples, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon cette vidéo sera trop longue, mais si tu regardes pour donc cet ETF qui réplique les performances du S&P 500, là tu vas retrouver les frais qu'on appelle l'expense ratio, donc c'est 0,03%. Qui est quand même relativement faible, tu pourras t'amuser à comparer les frais aujourd'hui qui sont payés par exemple auprès de ta banque physique, tu te rendras compte que c'est nettement supérieur à ce genre d'investissement. Tu vas pouvoir retrouver là ici les performances, donc par exemple annuelles sur les précédentes années et de voir un petit peu ce que ça a pu retourner comme retour sur investissement. Là tu regardes sur l'année 2021, donc on est à 28,60% de retour sur investissement, donc très largement supérieur aux performances historiques, donc c'est dû aussi à l'inflation, l'impression monétaire et cet argent-là qui a été tout bonnement mis sur le marché. Les personnes qui ont récupéré cet argent-là, ils savaient, ils connaissent justement la dévaluation monétaire et l'intérêt d'investir l'argent. Donc cet argent a dû se parquer quelque part et ça s'est parqué dans la plupart des actifs, que ce soit l'immobilier, que ce soit la bourse, que ce soit aussi en partie dans les crypto-monnaies. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans la plupart de ces actifs, les actions, les obligations, l'immobilier, on voit apparaître aussi tout un tas de bulles. Donc c'est une autre vidéo peut-être que je ferai ce sujet-là si jamais ça t'intéresse. Mais en tout cas voilà, on a eu des retours sur investissement vraiment importants. À côté, tu vas pouvoir retrouver le benchmark. Donc le benchmark, c'est juste l'indicateur qui essaye de répliquer, si tu veux, cet ETF. Bon là pour le coup c'est le S&P 500, donc on voit que le S&P 500 a fait sur l'année 2021 28,71%. Là ici cet ETF il a fait 28,60%, donc c'est quand même très proche, ce qui est quand même plutôt pas mal. Derrière on peut s'amuser à regarder la composition du portefeuille de cet ETF. Donc là on voit qu'il y a 503 entreprises qui sont présentes dans cet ETF contre 503 pour le benchmark. Il y a vraiment des très grosses similarités qu'on est capable de retrouver entre les deux, ce qui est quand même l'objectif. Et si tu descends plus bas, tu vas pouvoir voir du coup la répartition sectorielle, tu vas pouvoir voir les holdings, donc notamment ce qui est détenu dans cet ETF, et on va pouvoir retrouver des boîtes comme Apple, Microsoft, Amazon, etc., avec leurs pourcentages respectifs. Et puis parmi ces entreprises, parmi les 503 entreprises qui sont présentes sur le S&P 500 par exemple,
Il y en a certaines qui versent des dividendes. Donc là, pour le coup, on va être capable de voir les dividendes qu'on aurait pu obtenir à partir de quelle date si jamais on avait acheté, par exemple, une part dans cet ETF. Donc tu vois, c'est des dividendes qui sont versés quand même de manière assez régulière. Donc ça peut te permettre d'avoir une certaine rente tout en gardant aussi une certaine croissance et un certain développement sur ton capital. Maintenant, à ce stade de la vidéo, j'aimerais te transmettre une manière de penser, notamment pour t'aider à investir durablement sur les marchés financiers. La première chose à comprendre déjà, avant de commencer à imaginer le fait tout simplement d'investir, parce que beaucoup de gens ont compris l'intérêt d'investir et tous les trucs en fait que je viens de t'évoquer dans cette vidéo, simplement ils oublient les bases, et dans ces bases-là, il y a des choses qui sont vraiment importantes à maîtriser. Par exemple, avant de commencer à imaginer le fait de pouvoir investir, c'est tout simplement d'avoir une situation qui est stable. Moi je te dis, ça fait des années que j'investis, j'ai plusieurs chaînes YouTube, j'en ai une par exemple sur le domaine des crypto-monnaies qui a plus de 100 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo, et peut-être que quand toi tu verras cette vidéo, elle sera bien plus que ça, mais on a tous les jours des personnes qui viennent nous envoyer un message en disant, voilà, je suis dans une situation compliquée, je suis au chômage, ou j'ai des dettes, et j'ai besoin d'investir dans les crypto-monnaies pour changer de situation, ou j'ai besoin de trouver de l'argent rapidement. Non, c'est absolument pas la bonne démarche et la bonne dynamique à avoir, parce que de toute façon, si tu es dans une situation compliquée, rajouter du stress par-dessus en investissant, c'est pas ça qui améliorera ta situation. Tu commences à investir à partir du moment où tu as déjà une situation qui est stable. Le problème que tu as aujourd'hui, si par exemple, je sais pas, tu es au chômage, si tu as des dettes, etc., tu peux avoir des organismes déjà qui peuvent t'aider si tu es vraiment dans des situations très compliquées, mais au-delà de ça, il faut que tu fasses un tri dans ta vie, que tu fasses une amélioration, en tout cas que tu arrives à avoir une certaine stabilité, si tu veux, dans ta vie. Ce que tu as besoin, c'est pas d'investir, c'est d'avoir un emploi, d'avoir de l'argent qui rentre de manière régulière pour que tu saches de toute façon déjà répondre à tes propres besoins. Si à chaque fin de mois, tu sais pas comment tu vas faire pour te nourrir, si tu sais pas comment tu vas faire pour payer ton loyer ou quoi que ce soit, ça va être très compliqué pour toi de toute façon, voire même impossible, de pouvoir investir correctement, parce que déjà tes biais émotionnels vont être exacerbés, et ce qui va renforcer tous les biais cognitifs que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt. Donc avoir une situation stable, c'est indispensable. Avoir un fonds de sécurité, on en revient sur les dizaines et les dizaines de vidéos que j'ai fait sur cette chaîne YouTube et que je t'invite vraiment à aller voir, notamment sur les finances personnelles. En général, on dit qu'il faut entre 6 mois et 1 an de côté avant de commencer à pouvoir investir, par exemple, pour un fonds de sécurité. Donc si tu as 1000 euros de dépenses mensuelles, il faudrait que tu aies d'argent vraiment disponible entre 6 000 et 12 000 euros. Il y en a qui prendront plus, il y en a qui prendront un peu moins, peu importe. Mais en tout cas, avoir un fonds de sécurité, c'est intéressant, parce que des problématiques qu'on n'aurait pas forcément prévues, ça arrive tous les jours. Tu conduis ta voiture elle crève, tu as besoin de changer le pneu, bon bah voilà, tu as besoin d'acheter un pneu. Si tu n'as pas d'argent de côté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un crédit conso. Si tu fais un crédit conso, en général, c'est avec des taux d'intérêt super élevés, donc c'est ce qui peut mettre des personnes dans des positions très compliquées, et même quelquefois dans des positions de surendettement. Donc avoir un fonds de sécurité, c'est indispensable, et avant même, tu vois, de commencer à investir. Ne pas avoir besoin d'argent sur les 5 prochaines années, c'est-à-dire que quand tu décides d'investir, et peu importe le support, tu as compris que ce que je te présente là sur la bourse, etc., c'est applicable sur les autres classes d'actifs, même s'il y a à chaque fois des différentiels et certains points quand même à avoir en tête. Mais l'argent que tu décides d'investir, par exemple, dans les actions en bourse ou sur certains ETF, c'est pas de l'argent dont tu auras besoin sur les 5, 6, 7, 10 prochaines années. En général, je dis les 5 prochaines années, mais plus tu investis longtemps, sur une durée longue, meilleur ce sera, parce que plus tu pourras mettre en place les intérêts composés, et puis meilleurs seront du coup éventuellement tes retours sur investissement. Si on regarde historiquement ce qui s'est passé, encore une fois. Mais c'est pas de l'argent, commence pas à investir en bourse par exemple, je sais pas, sur 6 mois, puis après au bout de 6 mois tu as besoin de cet argent pour l'investir autre part. Non, c'est que déjà il y a un problème dans ta manière d'investir, et que tu te rapproches beaucoup plus de quelqu'un qui va faire du poker et qui met tout sur le 7 rouge, que quelqu'un qui va véritablement avoir une dynamique, ou en tout cas une réflexion d'investisseur. Pour compléter ce que je t'ai dit à l'instant, pour avoir le fait d'investir sur les 5 prochaines années, ou en tout cas de ne pas retirer ton argent au bout de 6 mois, c'est d'avoir une vision long terme. Je pense que beaucoup de débutants font l'erreur au départ, selon moi, et je peux encore une fois me tromper, mais je pense que beaucoup de débutants aujourd'hui font l'erreur de commencer par une approche de trading. Les chiffres de l'AMF sont très clairs. On est 90% des traders qui perdent 90% de leurs capitaux en moins de 90 jours. Et ça, c'est sans compter les effets de levier, par exemple, qu'on est capable de retrouver de manière
énormément exacerbé sur le domaine des crypto-monnaies, où on peut quelquefois avoir des effets de levier de fois 50, fois 75, voire même bien plus. Donc là, c'est encore pire. Mais en bourse, voilà, il faut quand même être très vigilant. Il y a de la volatilité, il y a un risque. Il n'y a aucune garantie de succès, peu importe de toute façon la stratégie que tu vas utiliser. Il y a toujours une question de statistiques et de probabilité. Et l'idée, c'est de mettre le plus de chances de notre côté, mais je le répète, voilà, il n'y a vraiment aucune garantie là-dessus. La meilleure chance, ou en tout cas la meilleure probabilité que tu pourrais avoir de succès, c'est d'avoir une vision long terme et d'éviter de te perdre sur des analyses, par exemple, au jour le jour, parce que si tu décides d'investir sur les 20 prochaines années, tu as compris que tu vas miser vraiment sur une croissance globale, par exemple, de l'économie, ou du marché américain, ou des pays émergents. Et c'est ça, en réalité, qui va te permettre d'obtenir des résultats intéressants. Enfin, pour t'aider à investir durablement, c'est de te focaliser sur ta situation personnelle et tes objectifs et d'utiliser le levier d'investissement qui est le plus intéressant et le plus pertinent pour toi. Je reviens à ce que je t'ai dit un petit peu plus tôt. Si par exemple, toi, la bourse, ça te plaît pas du tout, les actions, ça te plaît pas du tout parce que, je sais pas, ça te parle pas, tu es plutôt quelqu'un dans le concret, dans le physique et tu veux plutôt faire de l'immobilier, va dans l'immobilier. C'est pas parce que tout le monde fait de la bourse que toi, tu dois absolument faire de la bourse. Peut-être que tu en feras plus tard, mais il faut que tu fasses quelque chose qui t'intéresse, qui te plaise, qui te correspondent par rapport à ta situation personnelle, tes objectifs, par rapport au temps aussi que tu as disponible. Et puis après, si tu souhaites diversifier, pourquoi pas le faire. Mais je pense qu'au départ, il faut que tu deviennes bon dans ce que tu fais, il faut que tu sois percutant, il faut que tu sois pertinent, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu passes à l'action. Et pour ça, justement, il faut vraiment appliquer tout ce que je t'ai dit et de l'appliquer véritablement à ta situation personnelle. Il y a quelques erreurs quand même à éviter, donc par exemple d'avoir une réaction vis-à-vis du marché, mais plutôt d'être dans de l'anticipation. La plupart des gens, quand ça baisse, vont vendre et quand ça augmente, ils vont acheter, alors qu'en réalité, ça serait quand même plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. Commencer par du trading ou une vision court terme, ça pareil, c'est une erreur que je t'ai évoquée tout à l'heure, il faut absolument l'éviter. Ne pas se former, ça je comprends pas, parce que pourtant c'est clair, je veux dire, quand on veut, si demain je veux faire médecin, tu vois, je dis tiens, je veux faire médecin, ça me viendrait pas à l'idée d'opérer quelqu'un, tu vois, si j'ai pas fait des études de médecine. Ça c'est la base. Mais je veux dire, combien de personnes aujourd'hui, après avoir regardé 3 vidéos ou après avoir entendu un podcast sur internet en parlant d'investissement, se considèrent comme étant investisseurs pour placer leur capital sans se former? Énormément de personnes. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui parlent d'investissement mais qui ne savent absolument pas de quoi elles parlent et ça me fait peur, tu vois. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sois très vigilant là-dessus. Se former, c'est la base. Forme-toi auprès de personnes qui ont déjà eu les résultats que tu vises, que tu souhaites et c'est comme ça que tu pourras évoluer, tu vois. Mais écouter des personnes qui te disent la bourse c'est risqué ou qui te parlent par exemple des crypto-monnaies en te disant ça repose sur rien, c'est de la merde. Pose-toi la question, est-ce que cette personne-là est légitime pour me dire ce qu'elle vient de m'expliquer là? Ou est-ce que typiquement c'est quelqu'un qui a jamais investi, qui a lu 3 articles sur Le Monde et qui vient peut-être te faire peur en te disant ce que lui il a entendu? Ses croyances à lui ou à elle ne sont pas forcément les tiennes et ne sont absolument pas la vérité. Une autre erreur à comprendre et à maîtriser, c'est tout ce qui est lié à la gestion du risque. La plupart des débutants ne savent pas mettre de mots sur ce qui est risqué. On entend souvent beaucoup de personnes qui vont dire la bourse c'est risqué, l'immobilier c'est risqué, mais comprendre où se trouve le risque, c'est quand même important pour pouvoir le maîtriser. Par exemple, je vais t'en donner quelques-uns, mais le risque de marché, c'est par exemple le fait d'investir au mauvais moment, tu achètes une action, du jour au lendemain elle perd 20%, bon voilà, tu peux pas forcément le maîtriser. Le marché, c'est une incertitude, personne n'est capable de prédire ce qui va se passer. Donc des fois il y a de la chance, des fois il n'y a pas de chance. On est capable sur le long terme d'avoir une certaine prévision, une certaine dynamique par rapport au marché. Mais voilà, il peut arriver à un moment donné que tu achètes une action et qu'elle perde 20% ou voire plus, c'est possible. Tu vois, comment tu peux te prémunir par rapport à ça? Faisant éventuellement un DCA. Si ça baisse et que si c'est une bonne entreprise et à laquelle tu crois sur le long terme, ou en tout cas un bon véhicule d'investissement, tu vas pouvoir t'en procurer pour moins cher. Donc tu peux le maîtriser. Ça peut être, beaucoup de personnes considèrent que par exemple les crypto-monnaies sont très risquées parce qu'il y a une volatilité importante. Il faut savoir que la volatilité, c'est le prix qu'on doit payer en tant qu'investisseur pour avoir les performances qu'on est capable de retrouver sur le marché des crypto-monnaies. Sans volatilité, il n'y a pas de rendement. Ça fait partie justement du deal qu'on passe quand on investit dans les crypto-monnaies. Donc comment on peut faire pour être moins sujet à cette volatilité? Gérer l'argent qu'on investit dessus. On n'a pas besoin d'investir 100% de ce qu'on détient en tant qu'actif personnel dans les crypto-monnaies
justement parce qu'on a une volatilité qui est extrême. Tu vois, à chaque fois, il y a un moyen de jauger justement les différents risques. Donc à toi de voir où est-ce que se trouvent les risques et où est-ce que toi, tu as envie de placer ton curseur par rapport à ta situation personnelle. Ensuite, faire confiance à n'importe qui, je reviens pas dessus, mais voilà, tu as tellement de personnes sur Internet et puis même dans la vie de tous les jours qui vont te donner leur avis sur tout un tas de situations qu'ils ne maîtrisent pas et de toute façon qu'ils n'ont jamais expérimenté. Fais le tri, voilà. Ça te fera perdre beaucoup de temps et rapproche-toi plutôt des personnes qui ont déjà eu des résultats et qui savent de quoi elles parlent. Avoir des attentes réalistes vis-à-vis du marché, je te l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais par exemple, si tu me dis je vais être libre financièrement en investissant en bourse, en mettant je sais pas 300 euros tous les mois en 3 ans en investissant sur le S&P 500, si tu regardes historiquement les performances du S&P 500, ce serait quand même compliqué d'atteindre ce genre de résultat. Par contre, si tu me dis bah voilà, je vais investir sur 20 ans, 25 ans, j'investis 200, 300 euros tous les mois, j'investis sur du S&P 500, un peu des crypto-monnaies, je fais de l'entrepreneuriat, j'utilise éventuellement l'effet de levier pour investir dans l'immobilier, etc., etc. Tu vois, ça prend tout de suite un peu plus de sens. Mais avoir des attentes qui soient réalistes par rapport à la classe d'actifs dans laquelle tu décides d'investir ton capital. Et enfin, attendre le meilleur moment pour investir. Tu as compris que plus tu investis tôt, plus le temps jouera en ta faveur, meilleurs seront tes résultats et plus tôt tu pourras mettre en place la dynamique des intérêts composés. Et donc c'est vraiment ce que tu dois rechercher en tant qu'investisseur. Une autre question aussi qui revient très souvent de la part des débutants, c'est finalement combien d'argent investir en bourse ou sur les marchés financiers. Ça, tu comprends que la réponse, elle n'est pas idéale pour tout le monde. Il faut vraiment que ce soit être amené à être réfléchi par rapport à sa situation personnelle, parce qu'on n'a pas tous le même profil de risque, on n'a pas tous le même âge, la même capacité d'épargne, la même capacité d'investissement, la même appétence au risque, etc. etc. Et tout ça, ça va venir forger un peu notre capacité à pouvoir investir des sommes d'argent qui sont plus ou moins importantes. Donc je pense que ça va dépendre du coup de la situation financière de chacun, que l'objectif à la base c'est d'avoir quand même une très bonne stabilité au niveau personnel, avoir un job, être capable de pouvoir éventuellement payer ses factures et ses charges incompressibles à la fin de chaque mois et de ne pas être stressé pour payer sa nourriture, son loyer, etc. Parce que sinon, investir, ça va rajouter un stress supplémentaire et c'est vraiment pas le but. Avoir un fonds de sécurité, je reviens pas dessus, mais surtout voilà, de planifier sur un investissement long terme et de commencer le plus tôt possible. Si pour toi, par exemple, investir, je sais pas, 10 euros, c'est ce que tu peux faire, commence par 10 euros et après tu augmenteras. Il y a tellement de personnes qui attendent d'avoir un capital conséquent avant de commencer à investir qu'ils ont laissé passer énormément d'années et donc tous les intérêts composés et tout ce que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, ça s'est pas forcément mis en place. Et en plus de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas commencer tôt, plus tu vas acquérir de l'expérience et une expertise aussi sur le domaine d'activité dans lequel tu te seras lancé. Et tu verras que le jeu de l'argent, parce que ça reste en fait un jeu, si tu arrives à gérer, je sais pas, un portefeuille de 5 000 euros, au moment où tu passeras à 10 000, à 50 000 ou à 100 000 euros, tu verras que c'est juste une question de chiffres après ou de virgule. La dynamique que tu auras derrière, ça sera exactement la même chose. Mais il y a beaucoup de gens qui malheureusement pensent que ça vaut pas le coup d'investir avec un capital trop petit et du coup ils sont déjà pas capables de pouvoir gérer un portefeuille, je sais pas, de 2000 euros par exemple, et qui espèrent pouvoir gérer un portefeuille beaucoup plus conséquent de 200 000 ou de 2 millions d'euros. Bah non, si déjà t'es pas capable de gérer un portefeuille à 2000 euros, il y a très peu de chances que tu arrives à gérer un portefeuille qui soit 100 fois plus gros, tu vois. Donc ça c'est super important aussi de l'intérioriser, de le comprendre. Pour finaliser cette vidéo qui sera à mon avis bien trop longue, et si tu es encore là jusqu'à la fin de cette vidéo, tu es vraiment quelqu'un de motivé et je te félicite. Donc j'aimerais te donner quand même quelques recommandations pour finaliser cette vidéo. La première chose, c'est de ne pas forcément se comparer. Tu trouveras toujours quelqu'un qui aura une meilleure capacité d'épargne, une meilleure capacité d'investissement, qui fera toujours meilleur que toi et en réalité on s'en fout. Si ça peut te motiver, entre guillemets, de te comparer, pourquoi pas, mais la plupart du temps c'est fait plutôt dans une optique délétère et je pense que le plus important c'est vraiment d'avoir de la bienveillance envers toi. On a tous commencé quelque part, on a tous débuté à un endroit. Je vais pas te vendre du rêve en te disant que si tu investis 10 euros tous les mois pendant 3 ans, tu deviendras libre financièrement, parce que ça ne sera pas le cas. Mais néanmoins, plus tu commences tôt, plus tu commenceras ton parcours, moins tu auras peur, plus tu auras une expertise, plus tu auras de l'expérience, plus tu pourras t'améliorer et plus tu seras en mesure justement d'être dans une vraie démarche positive. Ne sois pas dans l'attente
de milliers de personnes autour du monde qui attendent qu'il y ait comme ça quelque chose qui leur tombe tout cru dans les mains, parce que ça n'arrivera pas. Beaucoup de personnes critiquent ceux qui décident par exemple de faire de l'entrepreneuriat, de l'investissement ou autre, mais qui tous les jours vont aller gratter un ticket de loto. Tu vois, il faut vraiment te mettre dans la bonne dynamique et dans la réflexion toujours pour pouvoir t'améliorer et d'être dans une vraie démarche positive. Un autre point que je voulais partager avec toi, c'est vraiment aussi de comprendre que la richesse, ça prend du temps. La plupart des gens veulent devenir riches rapidement et ils pensent qu'il faut faire tout de suite des choses très compliquées pour commencer à vraiment gagner de l'argent. Avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était souvent les stratégies les plus simples qui fonctionnaient le mieux et que c'était le fait d'avoir vraiment une démarche sur le long terme qui fonctionnait aussi extrêmement bien et que la richesse, peu importe ce qu'on te dit finalement sur internet, la richesse ça prend du temps, que gagner de l'argent quand tu comprends un petit peu comment ça fonctionne, en gagner c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus difficile. Le plus difficile c'est après, hein, ça viendra un peu plus tard, c'est de conserver ton capital, parce que gagner de l'argent, j'en ai gagné beaucoup, en perdre, j'en ai aussi perdu beaucoup, et le plus dur, tu verras à chaque fois, c'est de trouver un équilibre et d'arriver quand tu as gagné de l'argent, de pouvoir le sécuriser, de toujours jauger le risque et le rendement que je t'ai évoqué tout à l'heure, cette balance qu'il faut vraiment avoir en tête et comprendre voilà, que la richesse ça vient pas du jour au lendemain, que gagner de l'argent c'est une bonne chose, qu'en effet c'est important de prendre ce processus là vraiment à cœur parce que l'argent c'est un démultiplicateur, ça va te donner plus de choix, plus de liberté, plus de libre arbitre et après par la suite tu pourras peut-être te focaliser sur ta passion et ce que tu veux faire, passer plus de temps peut-être avec tes proches, mais voilà, comprendre que la richesse ça prend du temps, ça vient pas du jour au lendemain, et des fois ça vient, des fois ça part, et c'est ok, et ça fait partie vraiment du processus, et que la vraie difficulté ça viendra un petit peu plus tard, que lorsque tu auras appris à vraiment générer de l'argent, que tu auras compris vraiment comment ça fonctionne et que tu te seras vraiment formé à tout ce que je t'ai évoqué dans cette vidéo, tu comprendras que la difficulté après par la suite c'est vraiment d'être en mesure de conserver ton capital avec le temps et d'arriver à trouver une balance qui te correspond et qui va évoluer au fur et à mesure du temps, toujours entre le risque et le rendement que tu seras amené à prendre. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin dans l'investissement en bourse et sur les marchés financiers de manière générale, n'hésite pas à rejoindre le programme de formation offert que je t'ai créé et qui est disponible dans la description de la vidéo. Donc tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai directement tout le contenu dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.